Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue sur cette chronique Qui c'est qui commande, un podcast produit par un petit papour qui s'adresse à celles et ceux qui n'ont pas le temps de s'occuper de leur vie intérieure. Je suis Frédéric Petit, j'accompagne depuis 10 ans la vie intérieure de personnes aux commandes de projets, d'équipes, d'entreprises, ou tout simplement qui essaient d'être aux commandes du quotidien. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de Georges, personnage de fiction inspiré du réel, dont le cheminement intérieur sert de fil rouge aux différents épisodes. Toute ressemblance avec des personnes existant ou ayant existé serait purement fortuite. Mais vous pourriez vous reconnaître. Dans ce 8e épisode, Georges a profité de l'été pour accoster sur les rives salées de l'enfance. Entre plongées en eau profonde et sables mouvants, l'histoire se vit main dans la main avec le petit Georges. La mer, écrivez-le comme vous l'entendez, n'est jamais loin. C'était une enveloppe épaisse, en craft, format A4. Mon nom et l'adresse du bureau avaient été écrits à la main, au feutre noir. Le rabat de l'enveloppe était couvert d'un épais ruban adhésif. Aucune mention de l'expéditeur, rien qui permette d'identifier la provenance. Je fendis le haut de l'enveloppe d'un coup de ciseau et renversai son contenu sur mon bureau. Plusieurs pages d'un papier léger, rassemblées et pliées en deux, comme pour composer un journal. Une carte fixée sur le devant du journal par un trombone bleu. Une photo Polaroid, une fleur jaune séchée, 3 petits coquillages de couleurs vives, orange, rouge et bleu. Du sable partout, perdu entre les pages, dans l'enveloppe, sur le bois de ma table. Georges faisait sa rentrée dans mon cabinet. Je retirai le trombone et lus la carte. Bonjour Frédéric. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop pour le sable. Je n'ai pas résisté à l'envie de vous partager mon compagnon de route de cet été. Depuis juin, j'ai l'impression d'avoir traversé le désert et quelques vigoureuses tempêtes émotionnelles. Mais au moins, j'ai pas fait l'autruche. J'ai tenu scrupuleusement mon carnet de bord, j'y ai consigné tout ce qui me traversait, sans filtre, comme on s'était dit. Les pages que vous avez devant vous reprennent les moments clés qui m'ont le plus bousculé ou éclairé. Ça bouge. Les morceaux du puzzle s'assemblent. Et je suis heureux de vous partager tout ça. Si c'est une petite régression, je l'assume. Après tout, c'est avec l'enfance que j'avais rendez-vous. Avec petit Georges, comme vous dites. C'est lui qui vous envoie ses devoirs de vacances. À bientôt, Frédéric. Le rush de la rentrée est passé, je vous rappelle bientôt. Georges. Je reposai la carte pour ouvrir le dossier de Georges. La dernière séance, juste avant l'été, avait été éprouvante. Dans la continuité de nos échanges concernant son rapport à l'autorité, je l'avais guidé en méditation à la rencontre de son enfant intérieur. Georges, en solide cartésien, était plutôt sceptique sur la démarche et son intérêt. Mais les retrouvailles avec le petit Georges le bouleversèrent au-delà de ce qu'il avait imaginé. Je parcourus rapidement mes notes pour retrouver les mots précis posés par Georges sur son expérience de méditation. Je cours sur la plage à la rencontre d'un enfant que je vois au loin. Je sais que c'est moi l'enfant. La mer gronde. Des rouleaux impressionnants s'écrasent sur la plage. Le ciel se couvre, le vent se lève, je fais face aux bourrasques et j'ai de plus en plus de mal à avancer. L'enfant est seul sur cette plage déserte, assis au milieu des galets. Il ne me voit pas. Je crie mon prénom, mais aucun son ne sort. Il m'est impossible de me rejoindre. J'avais noté que Georges trouvait insupportable de ne pouvoir rejoindre cet enfant. Frustration, sentiment d'impuissance.
Ambivalence, soulagement. L'enfant est vivant en bord de mer, un environnement qui lui est familier et qu'il aime. Quoi qu'il en soit, cette méditation avait ouvert le coffre des souvenirs d'enfance, peu accessibles jusqu'alors. Georges avait laissé les images remonter, évoquant sa mère pour la première fois. Maman, c'était compliqué. Mon père n'était jamais à la maison, et elle avait coupé les ponts avec sa famille pour des raisons que j'ignore. Elle était un peu brusque, jamais tendre, et triste, tellement triste. Je me souviens de soirées passées à écouter ses sanglots sans rien comprendre. Mais ça, c'est déjà plus tard. Je n'ai pas de souvenir de ma petite enfance. Et ma mère est restée un mystère pour moi jusqu'à son décès. J'avais 30 ans. Elle n'a jamais connu ses petits-enfants. Je suggérais à Georges de rester durant l'été à l'écoute de ses rêves et des synchronicités, gageant que la vie s'engouffrerait dans la brèche ouverte pour lui permettre d'avancer. Il savait qu'il pouvait me joindre en cas de besoin, mais j'étais restée sans nouvelles de lui jusqu'à ce jour. J'ouvris le journal qu'il m'avait envoyé et je me plongeai dans la lecture du document. Rêve de la nuit du 7 juillet. Réveil en sursaut, en pleine nuit. Ambiance oppressante. Rêve épouvantable. Je marche sur la plage. C'est la nuit. La lune est presque pleine et très lumineuse. Elle transforme les flaques d'eau de mer en miroirs. Je discerne assez bien le sol. La mer est basse. J'avance et mon attention est attirée par une forme inhabituelle. En m'approchant, je vois une tête d'enfant à moitié enfouie dans le sable. Seule la moitié du visage est visible. Un bras et une jambe émergent du sable. L'œil droit de l'enfant est fermé, et je me dis qu'il est mort. Je ne veux pas qu'il soit mort. Je l'extrais du sable humide, le prends contre moi. Heureusement, son corps est tiède. Il est amorphe dans mes bras et respire faiblement. Je lui parle en lui caressant la tête. Oh, il ne doit pas avoir plus de 4 ans. À un moment, il ouvre les yeux et on échange un regard qui me bouleverse. J'y lis toute la tristesse et la solitude du monde. Je suis foudroyée sur place car je ressens exactement la même chose. Ses larmes, mes larmes, son souffle, mon souffle. Cet enfant, c'est moi. Je me réveille en sursaut avec cette phrase obsédante qui m'a pas lâchée pendant plusieurs jours. Je ne dois pas mourir. Week-end du 14 juillet. Comme tous les ans, on passe le week-end sur les plages du Nord avec 3 couples d'amis de toujours. C'est dramatique comme je m'emmerde. Je n'ai rien à dire. Les banalités me consternent. Je fuis les conversations qui, entre 2 apéros, survolent l'actualité climatique, la santé économique de la région, le prochain investissement de Stéphane et le dernier voyage de Mathilde et Patrick. Je me mure dans le silence. Sophia s'inquiète de me voir partir seule tous les jours. En fait, j'observe les enfants jouer dans le sable. Des parents jouent avec eux, des pères surtout. Il y a des pères sérieux qui bâtissent des châteaux forts qu'il ne faut pas démolir, des pères taquins qui mettent de l'eau dans les douves sans prévenir, des pères qui jouent à se laisser enterrer jusqu'au cou. Les mères, pour la plupart, gèrent le goûter, les frictions dans la serviette douce et les câlins au goût de sel. J'observe que j'ai jamais connu ça et que je le vivrai jamais. Moi, j'étais seule sur la plage. Colère. Je me lève et marche vers la rive, basket à la main. On va me prendre pour un pervers si je reste trop longtemps seule à mater les gosses. Dimanche 23 juillet. Déjeuner chez mon père. Dans les malles du grenier chez mon père, je retrouve une photo Polaroid. C'est une de ces photos de famille un peu forcées,
celles qui prétendent immortaliser le bonheur en famille. Tous les ans, pendant des années, dans la même salle à manger chez mon grand-père avec les mêmes personnes. Édifiant. Sur la photo, mon père porte un costume gris. Il est sur la droite, près de la porte. On le croirait prêt à s'enfuir. Ma mère le regarde en haussant les sourcils. Mon petit frère, souriant et bronzé, assis face caméra, au centre, l'air épanoui que je lui ai toujours connu. La main droite de ma mère repose sur son épaule. Moi, je suis debout, en retrait, maigre comme un clou, palichon. Je regarde l'objectif sans le voir. Je dois avoir environ 13 ans. Donc mon frère Olivier 8 ou 9. Je ne sais pas qui prend la photo. Mon oncle Alain est absent et ça crève les yeux sur cette photo. Il était le seul à pouvoir lever la chape de plomb. Je pose les feuillets manuscrits et saisis la photo posée face contre table. Je souffle sur le sable qui s'accroche aux couleurs délavées. Je découvre un décor suranné, échappé des années 70. Une large table basse ovale en verre, de lourds fauteuils acidulés, un curieux abat-jour en chrome, sur les murs une tapisserie aux motifs géométriques, orange et brun, accueille quelques peintures. Un piano d'étude habille le mur de gauche. La ressemblance de Georges avec son père est frappante. Ce même air d'être là sans y être tout à fait. L'air étonné de sa mère, flottant joliment dans une robe violette, contraste avec l'austérité qu'exprime son époux. Georges semble légèrement voûté, comme replié sur une adolescence qui impose ses premiers dictats. Je note au passage qu'il a ouvert les coffres du grenier familial. La symbolique est forte. Il avance, mon Georges. Je reprends ma lecture. « 8 août. Cap Cause, Finistère. J'ai rejoint ma crique. Oui, c'est ma crique, entourée de rochers de granit. La marée bretonne a déposé son trésor multicolore. C'est mon repère d'enfant, berceau de mon imaginaire. Une multitude de coquillages jonchent le sol, et je les ramasse avec précaution, comme un gosse, émerveillé, comme toujours, par la profusion et la diversité des formes et des couleurs. Un souvenir s'impose soudain à moi, une image qui m'attrape les tripes. Pris de vertige, je m'écroule sur le sable humide. J'ai 6 ans. Enjoint par ma mère à m'occuper tout seul, mes coquillages font office de camarades. Je leur parle secrètement la langue de mon cœur solitaire. Ils me chuchotent des histoires d'ailleurs, des histoires qui fleurent bon le chocolat chaud bu dans les bras tièdes d'une maman. Chez moi, les bras de maman sont fatigués de porter mon frère de quelques mois. Alors je joue avec mes coquillages. J'apprends à reconnaître chacun d'eux. Je les emmène avec moi le soir, heureux de les savoir sous mon lit, tout proche, à portée de doigts dans la nuit. Arrive la fin des vacances. Mon sac à dos est plein de mes amis colorés. J'ai pris soin de choisir un par un ceux qui rentreraient avec moi à la maison. Ma mère, alors que je monte dans la voiture, se saisit de mon sac qu'elle doit trouver étrangement plein. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne veux pas de ces cochonneries. Tout ce sable partout. Non, c'est bon, Georges. Tu laisses ces coquillages ici. » Insensible à mes cris, à mes larmes, elle vida mon sac dans le caniveau. Mon père, silencieux, s'installa au volant et nous prîmes la route du retour. C'est mon premier souvenir de ma mère. Il donne le ton de notre relation. Week-end du 15 août. Mon père est venu passer quelques jours avec nous. Je n'arrive pas à lui parler. J'aurais pourtant plein de questions à lui poser sur son couple avec ma mère,
sur ma mère et son état dépressif récurrent les années précédant son décès. J'aurais besoin de lui parler d'homme à homme pour éclairer mon histoire de fils. Je me sens coincé dans ma pudeur et j'ai peur de ce que je pourrais découvrir sans doute. Mon père, ma mère, ces inconnus, si proches et pourtant inaccessibles. Est-ce que tout le monde vit cela ? 11 août. Plage des oiseaux. Hier soir, dans ma méditation, Petit Georges a bien voulu que je l'aide à construire sa cabane. On la fabrique ensemble. Mon père n'a jamais fait de cabane avec moi. Je n'en ai jamais fait avec mes enfants. Je suis nul en cabane. Petit Georges, lui, sait faire des cabanes et grimper aux arbres. J'ai peur qu'il me demande aussi de dessiner un mouton. Mais non. Je le sens vivant en moi. Il vit, je vis. Envie de le crier au monde. Je souris silencieusement. Sophia dort à côté de moi. Tout est bien. Ce matin, à l'aube, je suis sortie sans bruit de la maison pour aller sur la plage déserte. J'avais rendez-vous avec moi, enfant. Les pieds dans l'eau, j'ai remonté la plage en tenant Petit Georges par la main. Je lui ai montré les vagues et je lui ai montré les coquillages. Aujourd'hui, c'est une belle journée. J'ai fait des châteaux de sable avec Petit Georges. Frédéric, j'ai glissé dans l'enveloppe 3 coquillages témoins de ce matin-là et qui ont accepté de me suivre. Voulez-vous bien les garder dans votre bureau ? Je rassemble en souriant les 3 amis de silice confiés par Georges. Ils roulent dans le creux de ma main, fragile et éternelle, sacrée comme l'enfance. Sur la dernière page du livret, je lis ces mots. La fleur séchée que vous trouverez aussi dans l'enveloppe m'a servi de marque-page cet été. Ces petites fleurs jaunes bordent le moindre chemin de littoral ici. Pas un jour sans que j'en croise. Elles sont partout et rustiques, à la fois simples et coriaces. J'espère que je ne vous vexe pas, mais je trouve qu'elles vous ressemblent. Alors je vous offre. Elle a traversé l'été avec moi et d'une certaine manière vous aussi. À bientôt, Frédéric. Je prends une coupelle habituellement destinée à brûler de l'encens et j'y dépose avec précaution le sable blond et les coquillages. La petite Frédéric plante la fleur jaune dans le sable. Elle vérifie gravement notre composition, puis, la jugeant correcte, se tourne vers moi avec un large sourire. Je lui souris avec tendresse. Tout est en ordre. Merci Georges. À bientôt sur nos lignes. Cet épisode 8 vient souligner combien les retrouvailles avec notre enfant intérieur sont un passage important dans tout chemin d'évolution. L'enfant intérieur, c'est cet enfant qui réside en chacun de nous, tantôt délicieusement vivant, aimant, curieux, créatif, mais aussi parfois triste, seul, désespéré, parce qu'ignoré et abandonné par l'adulte que nous sommes devenus. La première rencontre est souvent bouleversante, toujours étonnante. Elle nous met face à la réalité du lien, créé ou non, avec l'enfant que l'on a été. Cet enfant de lumière qui porte ce qu'il y a de meilleur en nous, toutes ces qualités d'âme qu'il nous appartient d'incarner, mais aussi l'enfant blessé, dont la sensibilité cristalline s'est fracassée contre le principe de réalité dès l'enfance. Je cite ici quelques mots extraits du livre de Marie-Lise Labonté, L'enfant émotionnel en nous, aux éditions Trait Daniel, qui souligne très bien l'intérêt de cette étape. Elle dit « L'enfant émotionnel est une partie de nous inconsciente qui nous maintient dans l'enfance, même si nous semblons fonctionner comme des adultes dans le monde. Quelquefois, il nous mène dans des réactions de défense, de protection, de submergement émotionnel, sous la forme de régression infantile, comme si soudainement l'adulte de 43 ans que nous sommes
s'exprimait comme un enfant de 6 ans. L'enfant intérieur ouvre la porte de l'imaginaire, de la créativité. Il se révèle notamment dans les rêves, en tant qu'archétype, qui représente toutes nos expériences de l'enfance qui ont pris la forme d'une structure psychique, d'une représentation symbolique, d'une image inconsciente de nous-mêmes, influencée par l'inconscient collectif, familial et personnel. Elle conclut ainsi : la guérison de l'enfant intérieur, comme le dit Jung, est une réparation du lien à notre âme. Lorsque nous étions petits, ce lien était là. Il était maintenu par l'énergie de vie qui nous habitait et par le fait que nous n'étions pas encore trop formatés par notre environnement. Mais en grandissant, nous avons perdu ce lien. En retrouvant l'enfant de lumière, nous retrouvons l'émerveillement devant la nature et nous nous nourrissons des êtres et des choses qui nous entourent. Nous récupérons l'innocence de notre enfance avec la sagesse et la maturité de notre vie. C'est le plus beau cadeau que nous puissions nous faire. Fin de citation. Pour finir, si l'on regarde le processus d'accompagnement, ce numéro 8 permet à Georges de passer des problématiques du moi mental et affectif, réels mais qui tournent en boucle, à de nouveaux espaces d'exploration, davantage réceptifs et nourris par l'inconscient, par les rêves, les symboles, l'imaginaire, par l'éprouvé du corps et des sens. La vie, quand on accepte de lâcher ce que l'on croit connaître de soi, prend de l'ampleur et du goût. Hissez la grand voile, le voyage commence. Et vous ? Votre été a-t-il été propice aux retrouvailles avec votre enfant intérieur ? Quelles sont les spécificités, les qualités, les talents de l'enfant de lumière en vous que vous avez conservés à l'âge adulte ? Savez-vous repérer les moments, les événements, les situations où votre sensibilité d'enfant a été malmenée, bousculée ou écrasée ? Et qu'auriez-vous à dire à l'enfant blessé que vous avez été s'il était là, devant vous ? Vous trouvez ça ridicule ? Votre mental rationnel vous fait douter de l'existence de cet enfant intérieur ? Eh bien, si c'est le cas, regardez attentivement. Qui c'est qui commande dans votre vie ? Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez réécouter ce podcast Qui c'est qui commande autant de fois que vous le voulez et suivre les aventures intérieures de Georges dans le prochain épisode dont j'ignore tout à l'heure où j'écris ces lignes. Hissez la grand voile, on a dit. Donc, surprise. Merci de partager ce podcast si vous pensez qu'il peut être un repère pour d'autres personnes. Portez-vous bien et à bientôt.